crois que quand on est ici, on peut se démasquer. Ah, parfait. Bon, écoutez, je vais pas être trop long. Donc, je suis Hubert de Jean-Labatti. Je suis maire d'une commune littorale qui s'appelle Sainte-Adresse, qui est un petit peu plus loin. Je suis vice-président de l'agglomération du Havre, et c'est à ce titre-là que j'ai été invité à représenter Édouard Philippe, que j'excuse. Et je suis par ailleurs, effectivement, vice-président de la région Normandie, en charge de tous les sujets de transition énergétique, mer et littoral. Le sujet du jour, si mes informations sont bonnes, c'est donc comment tout l'écosystème portuaire, et dedans je mets également le fluvial, fait sa transition énergétique et notamment sa décarbonation. Est-ce que c'est bien le thème de vos échanges aujourd'hui? Alors, c'est un sujet que bien évidemment je pratique beaucoup. Si vous le permettez, et de manière un peu béotienne, je vais scinder le sujet enfin, très rapidement, je vais dire les axes de travail. Alors d'abord, il y a la première chose, c'est le transport maritime et fluvial. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut imaginer des bateaux qui n'émettent plus de gaz à effet de serre et est-ce qu'on arrive à décarboner? Je vais vous dire très franchement, vu de ma fenêtre, c'est quasiment fait sur le fluvial. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un gros projet sur l'axe Seine qui s'appelle le projet Flagship, dans lequel la CFT Sogestran est lauréat, et qui va passer ses barges à l'hydrogène. C'est indispensable, et donc, puisque c'est indispensable, ça va se faire. Pourquoi je dis c'est indispensable? Parce que Rouen et Paris vont passer en ZFE, c'est-à-dire en zone à faible émission. Et donc, si vous voulez amener de la marchandise dans Paris, il faudra que vous montriez patte blanche, c'est-à-dire que vous n'émettiez pas ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'allais dire, le transport fluvial est en première ligne pour réussir ce challenge, et à mon avis, il est pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que bien évidemment, tous les opérateurs, quand c'est ce sujet-là, disent, bah, écoutez, puisque la législation change, eh bien écoutez, aidez-nous à nous mettre à la nouvelle législation, et tous nous demandent bien évidemment des subventions pour passer à un autre mode de propulsion. Donc on en est là. Donc sur le fluvial, je suis plutôt optimiste. La vraie question, ça va être, si on passe à l'hydrogène, comment on approvisionne tous ces pousseurs fluviaux tout au long de la Seine en hydrogène. Et pour que ce soit vraiment décarboné, il faut que ce soit de l'hydrogène issu du renouvelable. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Alors ça, c'est pour le fluvial. Sur le maritime, alors là, vous avez beaucoup d'initiatives. Alors là encore, si on prend par exemple les ferries, Brittany Ferry, j'avais eu Jean-Marc Rouet, le président, qui m'avait dit, bon, il y a 4 ans, je crois beaucoup à l'hydrogène, il a un peu fait marche arrière, il est plutôt sur le gaz, de même que CMA-CGM. Donc on voit bien que sur ces transporteurs-là, alors mais évidemment, s'il y a des gens de CMA-CGM, ils vous diront mieux que moi où ils en sont, mais c'est plutôt une étape intermédiaire, c'est pas un passage à l'hydrogène pur, c'est un petit passage par les gaz. Moi, ça ne me dérange pas, sauf que je préfère le biogaz, c'est-à-dire celui que nous produisons nous-mêmes, plutôt que le gaz qui est importé, et je ne vous ferai pas de dessin pour vous dire d'où il est importé. Et donc, pourquoi c'est important que nous puissions être un peu indépendants à ce niveau-là. La troisième chose, c'est les navires de commerce, en gros les gros porte-conteneurs. Alors, vous avez beaucoup d'initiatives. Vous avez, par exemple, à Brest, toute l'équipe d'Énergie Observer qui est en train d'essayer d'imaginer un cargo qui fonctionne avec une énergie décarbonée. En l'occurrence, ce sera l'hydrogène, puisqu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Bon, on est quand même là-dessus sur des horizons à 2025 pour un premier prototype, 2030 pour une mise en service. Donc, c'est très compliqué. Alors, sur tout le maritime, et pour vous détendre un peu, je vais vous raconter une petite histoire vraie et amusante. C'est que quand vous mettez de l'hydrogène sur un bateau, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Oh là là », c'est pareil pour les pêcheurs, hein, « Oh là là là, mais attends, oui, c'est très bien ton hydrogène, mais alors c'est vachement dangereux ». Et je déjeune un jour, Alban, je ne sais plus si tu étais là, mais probablement,
je déjeune avec le préfet maritime. Et je dis, vous savez, amiral, il va falloir quand même qu'on fasse évoluer la législation si on veut embarquer de nouveaux carburants dans la logistique maritime et fluviale. Alors, notamment l'hydrogène, parce que pour le moment, on ne peut pas en mettre. Et il me regarde et puis il me dit, ah oui, 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 non, c'est intéressant, mais vous savez, l'hydrogène, de gens, c'est quand même très dangereux. Et là, fidèle à mon habitude, qui est de bousculer un peu les gens, je lui dis, écoutez, amiral, vous plaisantez là. Ah, comment ça, je plaisante? Je dis, écoutez, vous envoyez vos gars 3 mois sous la mer, le derrière assis sur un réacteur nucléaire, et vous me dites que la marine ne va pas savoir gérer des combustibles un peu spéciaux. Revenons quand même au basique. Et il s'est marré, il m'a dit, effectivement, vous avez raison. Enfin, faire évoluer la norme, ça va prendre du temps quand même. Voilà, donc on y va. Les pêcheurs. Les pêcheurs sur lesquels j'ai beaucoup échangé, puisque j'ai fait tous les débats publics sur l'éolien offshore que je défends. Les pêcheurs vous disent ouais, enfin, nous, on est vachement écolo, on aime bien pêcher à l'ancienne, la pêche artisanale. Mais je dis là-dessus, il n'y a aucun problème. Sauf que le fioul que vous crachez, il est quand même bien polluant. Donc, pour faire de la pêche durable, oui, il faut être respectueux de la ressource. Et je vous accompagne là-dessus. Je considère qu'on devrait interdire la Manche, qui est une mer bordière, aux navires-usines, d'accord, qui pêchent 250 tonnes, alors qu'un petit chalutier, il fait 30 dans les bonnes années. Donc voilà, pour moi, il faudra avoir ce courage-là. Donc je l'ai déjà défendu. Et pour moi, ça pourrait être un moyen de réconcilier la pêche avec les éoliennes offshore si on arrivait avec une électricité bonifiée. Alors ça encore, on est rentré dans une autre discussion bien longue sur le tarif de rachat de l'électricité. On va se marrer 2 minutes là-dessus. Mais l'idée, c'était, avec de l'énergie intermittente, par définition, vous pouvez la stocker en faisant de l'hydrogène. L'hydrogène, vous pouvez le servir à un prix bonifié pour les pêcheurs. Et donc, ce serait de l'énergie produite en mer et destinée aux pêcheurs qui travaillent en mer. Je trouvais que ça avait une logique assez bien et ça permettrait de les réconcilier. Et là-dessus, j'ai un des patrons de pêche très virulent contre les éoliennes offshore qui me dit ah donc on remplacerait et qui se dit très écologiste et qui me dit mais donc on remplacerait le fioul lourd par l'hydrogène. Ouais, mais ça va pas nous aller. Bah, je dis pourquoi, vous êtes écolo? Il me dit oui, mais enfin c'est ma coopérative qui vend le fioul aux pêcheurs, donc ça va pas m'arranger. Donc on voit bien que par moment il y a des positions qui ne sont pas uniquement intellectuelles, mais parfois bassement économiques, et ce que je peux comprendre aussi. Voilà. Alors, ça, c'est toute la partie fluviale et maritime. Bon, je ne vous parle pas de l'aérien parce que ce n'est pas le sujet, mais il y a des choses qui se passent beaucoup, et d'ailleurs, c'est un Normand, hein, même un habitant qui a longtemps habité à Sainte-Adresse, Guillaume Faury, qui est le patron d'Airbus, qui est en train de faire avancer considérablement les choses. Je vais vous dire un petit mot maintenant des activités purement portuaires. Puis après, on fera l'interface ville-port. Hein. Alors, sur tout ce qui est portuaire, on a des gros sujets. On a d'abord l'alimentation à quai des navires et surtout des paquebots. Un paquebot, c'est une ville. Hein. Je veux dire, un paquebot un gros paquebot comme Aïda qui arrive, il devient automatiquement la deuxième ville la plus importante de l'agglomération. Puisque, ben oui, simplement en arrivant, il est plus gros que la deuxième ville de l'agglomération. Vous me direz, on a le Havre qui est gigantesque, et puis les autres sont beaucoup plus petits, mais quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, un paquebot Cacos, il devient la deuxième ville de l'agglomération. Donc il consomme. Et si on ne lui fournit pas d'énergie, bah, il va consommer ses machines, et ces machines vont bien évidemment consommer du fioul lourd. Donc on a ce problème d'électrification ou d'alimentation en énergie des paquebots à quai qui sont gros consommateurs. Et ça se comprend très bien, ils ne vont pas tout d'un coup cesser de vivre parce qu'ils sont à quai, parce qu'il y a des escales où les gens restent, consomment, etc., des jeunes. Bon. Bref, il y a besoin de les alimenter. Alors ça peut être par exemple, bon, effectivement, construire un nouveau poste électrique avec une puissance suffisante pour alimenter les bateaux. C'est ce qu'a fait, je crois, ça doit être San Francisco, qui a dû être le premier port à se lancer dans l'affaire, de, comme ils disent, plugger les navires. Pardon ? Oui, alors
Oui, oui, attendez. Sur Dunkerque, vous êtes, et je vais rendre hommage, vous êtes les leaders incontestés sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, Dunkerque. Rien à dire. Ah non, mais vous avez une longueur d'avance sur l'hydrogène, il faut le reconnaître. Hein. Donc je le dis bien volontiers. Hein? Oui, sur l'alimentation à quai également. Bon. Hein? Oui, ouais, mais je sais que tu leur fais un marquage à la culotte, mais ouais. Non, mais vous savez, dans cette histoire-là, je crois qu'on a tout à gagner. Parce qu'on me disait, ouais, de gens, il faut que la Normandie est à fond sur l'hydrogène, il faut qu'on soit les premiers. Je dis, je m'en fous qu'on soit les premiers. L'essentiel, c'est qu'on ait une réussite collective et que. Bah, moi, je vais vous dire, vu du Havre, notre compétiteur, on va pas dire notre ennemi, on va dire notre compétiteur, c'est pas Dunkerque, c'est les ports du range nord-européen hein, bah oui, qui ont pris beaucoup d'avance quand même, et qui se sont nourris de nos faiblesses ou de notre manque de réactivité. Mais ça, c'est un autre débat. Un petit mot donc sur les installations. Okay, il y a donc ces navires qui doivent être bien évidemment fournis en énergie et en énergie verte. Et puis il y a, allez, là encore une petite anecdote. J'ai été longtemps au conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre, avant la réforme. Et je me souviens de Baptiste Morand, qui était un très bon DG, qui est parti maintenant à l'aéroport de Paris, et qui me disait, tu sais Hubert, je vais annoncer quand même un gros truc, on passe tous nos véhicules à l'électricité, tous nos véhicules supply. D'accord. Alors d'abord, je lui dis, bah, donc il fait l'annonce, et je lui dis, je suis très content. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu fabriques ton électricité. C'est-à-dire que c'est bien d'acheter des véhicules électriques pour tous les opérateurs du port qui ont besoin de se déplacer. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si vous alimentez en boucle locale électrique. 150 hectares de toiture d'entrepôts logistiques sur la zone industrielle du Havre. Pas un capteur solaire. Là, je sens que je vais servir l'argumentaire de mon ami Alban. On a raté quelque chose. Franchement, on a raté quelque chose. La plus grande usine d'éolien offshore du Havre, Siemens Gamesa, s'installe au Havre. Une usine gigantesque, dédiée aux énergies renouvelables. Il n'y a pas 1 mètre carré de capteur photovoltaïque dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y est pas pris à temps. Donc, je vais prendre un autre exemple. Ça fait 12 ans qu'on parle d'éolien offshore. Il n'y a toujours pas une éolienne qui tourne. Les Anglais s'y sont mis il y a 5 ans, elle tourne. Donc, si vous voulez, pour reprendre l'expression de mes étudiants à l'époque, où est-ce qu'on a merdé, chef? On a vraiment, excusez mon franc-parler, mais on me demande souvent d'intervenir parce que je ne mâche pas mes mots. On a été mauvais quelque part, bien sûr. Bon, donc, il faut produire notre propre électricité, bien sûr. Et on a tout ce qu'il faut, toiture, entrepôt. On a un des plus grands centres rouliers, c'est-à-dire un gigantesque parking dans le port, d'accord, dans lequel toutes les voitures qui sont à l'import ou à l'export stationnent. Il n'y a pas une ombrière de parking photovoltaïque. Donc, on a un champ des possibles qui est incroyable. Just do it. Alors, on s'y met. Alors, on ne s'est pas mis là, mais là encore, je me tourne vers EDF et Alban. On a quand même une belle réussite avec l'aéroport de Deauville. Enfin, on va convertir des délaissés d'activité économique pour pouvoir enfin produire du photovoltaïque, qui est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le croire en Normandie, et tu auras peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, il y a toutes ces pistes-là. Après, une fois que j'ai dit les navires, les véhicules à quai, le transport. C'est-à-dire entre le plus grand port français, qui est on va dire à repas, un des plus grands systèmes portuaires européens, et Paris, premier marché de consommation français. On voit bien que là, il y a une autoroute logistique qu'il faut qu'on approvisionne. Alors on peut l'approvisionner par la voie fluviale, c'est ce qu'il faut développer. On est mauvais sur le fluvial, là il faut le dire aussi. On est mauvais sur le fluvial. La preuve, les Hollandais sont bien plus forts que nous. Attendez, là encore, je vais prendre une position. Pouvez-vous m'expliquer quel est l'intérêt de créer un canal Seine-Nord-Europe alors que nous en avons déjà un qui fonctionne et qui s'appelle la Seine? Au moment où on parle
de problèmes de réchauffement climatique et de pénurie de la ressource en eau par évaporation. Au moment où on parle de zéro artificialisation nette des sols, de consommation de foncier agricole, on va réaliser ce canal qui, franchement, pourrait être très facilement suppléé par une utilisation bien meilleure de la Seine. Donc là, c'est encore une prise de position très particulière. Le canal Seine-Nord, pour moi, c'est un ratage. D'accord ? Mais déjà, environnemental, c'est un ratage. Dernière chose, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir une electric road entre, par exemple, Le Havre et Paris? Ah, alors là, c'est gros sujet. Deux possibilités. Ou pour les poids lourds, vous prenez, donc vous faites un transbordement, donc changement dans la chaîne logistique, ça arrive par voie de mer, c'est transféré sur des trains, ce serait formidable, mais on a de gros problèmes d'infrastructure ferroviaire, c'est pas nouveau, et malheureusement c'est encore le cas, ça marche pas, et l'arrivée sur la région parisienne, c'est une catastrophe. D'accord ? Même Valérie Pécresse le reconnaît, c'est pas bon. Donc on a ce sujet-là. Alors est-ce que le poids lourd peut remplacer ? Il peut remplacer, sauf pour le dernier kilomètre où ce sera, on le sait, un autre sujet. Imaginez qu'on puisse avoir des bornes de recharge rapide pour les poids lourds juste en arrivant en région parisienne, par exemple à Mantes. Oui, il y a la place. Est-ce que ça va convenir aux transporteurs routiers? Je n'en suis pas sûr. Ils sont plutôt partis vers le gaz tout de suite. Deuxième idée, un truc encore plus foufou, technologiquement, c'est-à-dire des rails dans le sol où par induction on pourrait recharger en continu sur la file de droite sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites des saignées dans l'autoroute, vous mettez des fils et puis il y a un système d'induction, si j'ai bien compris, je ne suis pas un grand technicien, vous en aurez d'autres qui s'exprimeront après moi, qui pourront compléter ça, mais l'idée c'était de recharger en permanence le véhicule avec cette espèce de caténaire souterrain. Bon. Il y a eu des essais qui ont été faits avec des caténaires, François, des caténaires en hauteur. Oui, ça s'est fait à Los Angeles, mais ça n'a pas été poursuivi. Ouais. Pour des raisons que j'ignore. Oui. Bah, et en plus, c'est un investissement assez costaud. Hein. Donc le mieux, c'est quand même de trouver des carburants alternatifs. Alors, ça pose une question qu'on se pose tous, parce que bien évidemment, à la région, on dit est-ce qu'il faut parier sur l'hydrogène ? Le constat, il est très simple. Aucune source d'énergie à elle toute seule ne peut remplacer le pétrole. Donc on est obligé de passer par des mix énergétiques, donc par des solutions technologiques innovantes. Ça, c'est le constat qu'on a fait à la région. On dit nous sommes condamnés à explorer beaucoup de solutions différentes parce que pour le moment, il n'y en a aucune qui peut remplacer le pétrole au prix du marché du pétrole. Enfin, je parle avant la crise ukrainienne. Bon, ça, la crise va peut-être changer un peu les choses. Mais comme vous l'avez vu, le gouvernement baissera les taxes au fur et à mesure que enfin, théoriquement, enfin, au moins jusqu'aux élections. Bah oui, faut pas être naïf non plus. Hein. Bon, c'est tout de suite là. Puis n'importe quel gouvernement l'aurait fait, bien sûr. Donc, pour résumer, je crois que, je ne veux pas être trop long, vous l'avez compris, du côté du Havre, c'est clair que c'est identifié très nettement, que c'est intégré dans la politique publique de l'agglomération du Havre, puisque nous avons un schéma directeur des énergies où nous sommes en train de faire le calcul de ce que nous consommons en énergie et nous allons essayer de produire sur notre territoire autant d'énergie que nous en consommons. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est sur la PPE et l'indépendance énergétique de notre pays. Et puis, en plus, nous avons notre bilan carbone de l'agglomération qui est fait. Et là encore, nous avons des actions spécifiques pour diminuer le bilan carbone. Donc, dans les deux cas, la communauté urbaine du Havre est très, très engagée. Question, est-ce que le port suit? C'est la question, puisque vous savez que, franchement, au Havre, le port et la ville sont très, très intégrés. Ce qui n'est pas le cas partout, enfin c'est assez fréquemment le cas, mais pas partout. Le Havre, c'est vraiment très, très clair. Eh bien, la réponse est, les rapports entre le port et la ville ont toujours été très bons, ils continueront à l'être, et très sincèrement, même si le port est une administration, et Aropa en particulier est une administration lourde,
avec toutes les exaspérations que certains élus locaux peuvent avoir vis-à-vis des administrations lourdes, dont je fais partie. Par moments, on est un peu trop long à se décider, puisque j'étais dans l'équipe de Jean-Louis Borloo quand elle a décidé de lancer l'éolien offshore, et quand on voit le temps que ça a mis pour arriver, par moments, on se dit qu'on est, nous les Français, encore un petit peu à l'époque de Courteline. Mais comme je suis un grand optimiste, je pense que nous allons y arriver et que Le Havre et la ville conjugueront leurs efforts pour décarboner toute l'activité portuaire et fluvio-maritime. Je vous remercie de votre attention.